Hey, salut tout le monde, alors j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On s'intéresse à une nouvelle vidéo, on va s'intéresser à une vidéo dédiée à ClickHouse aujourd'hui. Et on n'avait pas encore installé de cluster ClickHouse, on avait monté petit à petit en niveau, en tout cas en découverte de ClickHouse. On n'avait pas fait grand chose d'exceptionnel. On avait vu ClickHouse en mode standalone, on va dire seul. Donc, globalement c'est inutilisable en production en tant que tel. On l'avait vu également en ClickHouse Client, donc pour pouvoir interroger des bases de données externes, locales, peu importe, en format parquet ou autre. Et puis, donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour les gens qui sont plutôt sysadmin, DBA ou encore DevOps, que sais-je, qui ont besoin finalement d'administrer ça en production. Et donc, le but, c'est d'avoir un cluster en production de ClickHouse. Donc, on va voir, la mise en place n'est pas très compliquée finalement. Pour démarrer, on va le faire en mode, on va dire, un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire avec Zookeeper, même si maintenant on peut se passer de Zookeeper, donc on fera aussi une série de vidéos, ou une vidéo, pour montrer comment on se passe de Zookeeper avec ClickHouse, parce que c'est quand même assez intéressant de réduire le nombre de serveurs. D'autant plus que ClickHouse utilise Zookeeper de manière assez intensive. Il ne l'utilise que dans un cas, c'est dès lors qu'on va avoir de la réplication en fait, sur lequel il va permettre de synchroniser tout simplement les serveurs les uns avec les autres. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc jingle, et c'est parti. Donc c'est parti, on a trois machines, donc Zoo 1, Zoo 2, Zoo 3, donc en fait on est parti dans le zoo à la découverte de Zookeeper. Donc souvent un outil qui peut faire peur, moi personnellement il m'a fait peur pendant pas mal d'années. Maintenant je commence à être un peu plus rassuré à son utilisation au fur et à mesure du temps, mais néanmoins c'est pas forcément quelque chose que je prends un grand plaisir à manœuvrer. Pourquoi? Parce que généralement c'est quelque chose qui est central. Parfois on se retrouve avec un Zookeeper où on a des ClickHouse, des Kafka, etc. qui viennent mettre leurs données sur quelque chose qui est extrêmement central. Il faut éviter d'abuser d'ailleurs de ces choses-là, parce que Zookeeper est assez sensible en termes d'écriture, c'est-à-dire que si vous avez un petit peu de latence au niveau de vos Zookeeper avec de l'IO wait par exemple, eh bien vous risquez d'avoir des problèmes de synchronisation et derrière des problèmes en cascade au niveau de l'ensemble des clusters qui tapent dessus, que ce soit du Kafka, que ce soit du ClickHouse ou autre. Donc on va commencer là-dessus, on va se lancer sur les tutos, mais on va d'abord faire un petit schéma de ce que va représenter le cluster à la fin quand même. Vous allez voir que finalement installer Zookeeper ça va quand même aller assez vite. Donc nous on va installer notre cluster Zookeeper ici, comme ceci. Donc Zoo 1, 2, hop, 2 et 3, comme ceci. Donc là, ils ont besoin d'échanger les uns avec les autres avec l'élection d'un leader, d'où l'intérêt d'avoir toujours un nombre impair. Là, pour le coup, on est sur le principe du protocole Raft. Donc, il y a une élection, donc toujours veiller à avoir un leader, bien sûr aussi. C'est quelque chose qui est assez important. Et derrière, hop, je coupe le téléphone. Et derrière, donc du coup, bien veiller à ça, parce que si jamais vous perdez le leader, là, ça peut être un petit peu problématique. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Ça reste une base de données, Zookeeper, on est en mode clé-valeur, et on va stocker des nodes, en fait, à l'intérieur. Donc les nodes, c'est pas des serveurs, mais c'est vraiment un ensemble de clés avec une structure hiérarchique de clés sous forme d'arborescence. Et qui, pour chaque clé, on va avoir une valeur donnée, et chaque valeur va être versionnée aussi, donc ce qui permet d'avoir vraiment un état détaillé, un petit peu comme etcd, qui est par exemple utilisé dans Kubernetes, mais également Consul fonctionne comme ça. Il y a pas mal d'outils qui utilisent ces petites bases de données, qui sont pas si petites que ça finalement, qui permettent d'écrire de manière extrêmement intensive aussi. Donc ils vont être comme ceci, et derrière, donc du coup ce cluster Zookeeper, donc là on peut imaginer c'est un cluster, donc on est comme ceci, hop, on va virer le background, et derrière on va avoir donc un ClickHouse, ClickHouse 1 et ClickHouse 2 ici. Donc sur le principe, ClickHouse lui, il n'a pas forcément besoin d'avoir un nombre de serveurs impair, même plutôt au contraire, puisqu'en fait, on verra ça dans son principe de fonctionnement avec la notion de shard.
mais derrière, si vous avez déjà vu la playlist dédiée au benchmark qu'on avait fait avec ClickHouse, n'hésitez pas à aller la voir. On va avoir ce principe de shard, et donc derrière, eux, donc ces ClickHouse vont se connecter au leader. Imaginons ici que le leader c'est Zoo1, et ils vont enregistrer dans Zoo1 l'état des données qui vont être qui sont stockées sur chacun des clusters, et dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que toi tu as, qu'est-ce que je devrais avoir, etc. Donc pour synchroniser les données entre eux. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, et de fait derrière vous imaginez bien du coup que si on écrit de manière extrêmement intensive sur un des deux ClickHouse ou sur les deux, derrière ça veut dire qu'aussi il va y avoir de l'écriture qui va être proportionnelle à cette écriture là sur le cluster Zookeeper, d'où une très forte utilisation de Zookeeper quand on utilise ClickHouse. Donc pour l'instant on a quelque chose d'assez simple comme ceci, et on va partir donc à savoir. Autre élément important, on va le faire en fin de vidéo, c'est que derrière, du coup, on va avoir dans ClickHouse une database, et à l'intérieur de cette database, ou database, on va retrouver une table, et c'est l'échelle de cette... c'est la table, c'est à l'échelle de la table qu'est faite la réplication. Donc c'est vraiment les tables qui vont être rattachées au Zookeeper. Donc pour chaque table donnée, on va pouvoir définir un chemin potentiel dans Zookeeper, c'est-à-dire une clé finalement dans Zookeeper, et qui va être partagée du coup entre les deux serveurs comme ceci. Et derrière du coup on va retrouver les informations de cette table, donc son état, dans Zookeeper en fonction du chemin de Zookeeper. Donc maintenant passons à l'installation de Zookeeper. Vous allez voir que ça va être assez facile, assez rapide. Ce qu'on va faire, on va se mettre en mode comme ceci, tout simplement. Voilà, un petit 4, pas besoin de plus souvent. Est-ce que je vais être à ma place ici? C'est pas forcément... Ouais, si on va le faire comme ceci. Donc première chose, ce qu'il nous faut, Zookeeper ça utilise du Java. Là on est sur une Debian Bookworms, donc on peut aller le vérifier. Donc je vais mettre en sudo un petit peu partout. Donc si je fais un check, hop, voilà, comme ceci, on est en Debian 12 Bookworm, donc voilà. Ensuite, je me mets en route partout pour gagner un petit peu de temps. Bien sûr, c'est pas forcément très bien derrière pour tracer ce qui est fait sur chaque serveur, et en tout cas qui l'a fait. Donc on va faire un apt install. Nous on va installer Java. Du coup, pour installer Java, nous on va installer l'OpenJDK 17JRE Headless, donc pour être un petit peu plus compact. Et on installe Zookeeper, le paquet natif, on va dire, ou le paquet Debian de Zookeeper. C'est possible de le télécharger, ça on l'a déjà fait d'ailleurs par ailleurs, de télécharger le binaire et de mettre en place l'ensemble des éléments. Pour ça, vous pouvez aller voir dans Pulsar, qui lui fournit son propre binaire, par exemple. Vous pouvez aller voir, je crois, dans Kafka également, où on doit récupérer le binaire également. Donc il y a vraiment un petit peu, en tout cas, il y a ces deux options possibles. À chacun d'y trouver son compte. L'intérêt, ce serait quoi? Ce serait d'être tout simplement plus à jour sur les versions de Zookeeper. Néanmoins, les fonctionnalités de Zookeeper, c'est pas quelque chose qui change tous les 4 matins, parce que c'est quand même quelque chose assez historique et assez implanté. Donc ça évolue pas tant que ça. Donc du coup, il n'y a pas forcément un énorme intérêt à avoir les dernières versions des dernières versions de Zookeeper. Et ça évolue pas forcément très vite. Donc du coup, derrière, si on se base sur Debian, ça va être bien suffisant pour faire, y compris de la production, bien sûr. Donc, voilà, il est en train de faire l'installation. Alors forcément, avec Java, ça va être un petit peu de temps. Alors une fois qu'on a fait l'installation avec Java, qu'est-ce que l'on va faire? On va aller rajouter ces quelques lignes. Donc là, les dièses, c'est pour commenter ces quelques lignes dans la configuration de nos Zookeeper. Donc on va avoir plusieurs lignes assez importantes, celles qui sont au début en production avec ClickHouse. C'est le principe de snapshot que réalise Zookeeper. C'est-à-dire qu'il va garder des états et potentiellement, au cours, donc le purge intervalle, il me semble que c'est 1 heure. Donc au cours de cette heure-là, il va être en mesure de faire plusieurs snapshots et de cleaner et d'en garder que quelques-uns. Donc comme l'écriture elle se fait de manière très intensive, derrière, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut remplir très vite le Zookeeper avec juste des snapshots et pas avec de la data proprement dite. Donc derrière, il faut vraiment essayer de garder le moins possible en tout cas éviter de garder trop de snapshots, parce que ça peut poser des surprises.
notamment quand on démarre au début en production et que, on va dire, les écritures sont pas si intenses que ça, et du coup on se dit bon bah ça y est, c'est parti, ça tourne bien. Et puis on monitore bien sûr le volume, et derrière, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on envoie la patate à un moment donné sur ClickHouse, et là on se retrouve avec des zookeepers, un disque qui explose, et on commence à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai loupé? Donc voilà les choses qui peuvent se passer. Derrière, donc quelques autres petits réglages. Donc le snap count, vous voyez, on est à 10 000, hein, ce qui est encore assez important. Derrière, l'autre élément important, on whitelist la liste des commandes qu'on peut passer à Zookeeper. Donc il y a plusieurs manières de checker l'état de Zookeeper. En tout cas, il y a plusieurs points qu'on peut prendre en compte pour checker l'état de Zookeeper. Peut-être qu'on se fera un ou deux tutos Zookeeper à ce titre-là. Moi j'aime bien utiliser le truc de base que tout le monde utilise, c'est-à-dire un EchoStat avec Netcat sur le port 2181, on va le faire en partie de vidéo. Mais pour ça du coup il faut whitelister la commande stat. Il existe aussi la commande srvr, si je dis pas de bêtises, qui permet aussi de checker un petit peu l'état du cluster Zookeeper. Et puis vous pouvez aussi lancer un zk server status, si je dis pas de bêtises, qui permet également de lister, d'avoir un état de Zookeeper. Après, ça dépend vraiment des versions aussi pour les binaires qui sont à disposition. Donc nous, on va copier cet élément-là et on va aller s'en occuper. Donc on se remet comme ceci. Toc. Alors je vais pas paralléliser, je suis pas un fan de ça. Donc slash etc Zookeeper config. Et là, donc la conf de Zookeeper, elle est dans zo. Hop là. Qu'est-ce que j'ai à bricoler? Voilà. Conf zo. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. À force de changer de clavier, j'en perds la boule. Alors, zoo.cfg. Et donc, on va se rendre à la fin. Alors, on a un autre élément à rajouter. Donc, on va se rendre à la fin. Ah, donc, du coup, mon emplacement ici n'est pas forcément judicieux. Voilà, on va se mettre comme ceci. Donc, on va se rendre à la fin, comme ceci. Vous voyez qu'également, bien sûr, on a rajouté les 3 serveurs avec leurs IP. Donc le .170, .171, .172 et les ports respectifs qui lui permettent d'échanger et de synchroniser Zookeeper, donc c'est pas le port client en question. Autre élément important, dans la conf du paquet Debian, je crois pas que ce soit standard, ça dépend vraiment des paquets en fait. La conf contient un datadir, c'est-à-dire l'endroit où stocke les données de Zookeeper dans /tmp Zookeeper. Donc /tmp pour avoir de la persistance de données. C'est pas forcément terrible. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Il doit certainement y avoir une raison, mais je n'en ai aucune idée. Donc ça, on l'enregistre. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vim /etc /zookeeper conf /zo.cfg. Comme ceci, on va se rendre. Donc déjà, on va faire ici. On n'oublie pas le var /lib zookeeper. D'autant plus, c'est un peu moins compréhensible, c'est que ce répertoire var lib zookeeper existe. Donc si je fais un ls2 /var lib zookeeper, vous voyez qu'il existe bien, et d'ailleurs il est déjà rempli d'un élément. Donc bon, c'est un petit peu étonnant. Quoique si on regarde, ça serait assez marrant de voir si... non, ouais, j'allais dire, il y a peut-être un volume, un lien symbolique, pardon, qui est fait, mais même pas. Hop, donc, parce qu'en parlant de lien symbolique, donc du coup là on a copié la même chose. Hop, on va faire la même chose ici, vim /etc Zookeeper, on va parler juste du lien symbolique après, zo.cfg, hop, voilà, on se met à la fin, toc. Donc vous voyez aussi qu'on peut activer, on verra ça, mais on peut activer des métriques de Zookeeper lui-même. Ça permet de remonter des informations. Je crois que ça, on l'a déjà fait dans la playlist dédiée à Pulsar. Mais sinon, je pense que je ferai une playlist dédiée à Zookeeper. Ça ne sera que 3-4 vidéos, mais ça vaudra le coup quand même de faire un petit focus dessus. Donc là, on a mis en place les confs. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de mettre à jour l'ID Zookeeper. Donc cet ID, en fait... ça permet de définir le numéro du serveur. Tout à l'heure on avait serveur 1, etc. Ça permet de définir le numéro, l'identifiant
l'identifiant unique dans le cluster. Donc il doit être unique, ça c'est quelque chose qui est fondamental. On va faire pareil de l'autre côté. Et là, si vous remarquez, on fait un echo dans /etc zookeeper conf myid. Et si vous aviez fait attention tout à l'heure, en même temps on a été un petit peu vite dessus, ce qui se passe c'est que dans var lib zookeeper, on avait aussi un myid qui traînait dedans, qui correspond au même myid qu'ici. C'est-à-dire si je fais un cat de /etc zookeeper conf myid, j'ai bien le 1 qui traîne, et si je fais un cat de /var lib zookeeper myid, j'ai aussi le 1 qui traîne. Si je fais un ls-la, bien sûr, il n'y a pas de magie, c'est qu'on est sur un lien symbolique qui pointe vers /etc zookeeper conf myid, donc pas de souci là-dessus. Alors, le paquet Debian n'installe pas de service systemd de zookeeper, en tout cas il me semble pas, et donc du coup on va installer ceci sur nos serveurs. Donc on va faire un vim /etc systemd system /zookeeper quoique ouais, on va pas faire un qu'est-ce que j'ai fait moi, on va pas faire un vim, on va faire un echo directement parce que je suis avec un echo. En fait, bon, ça va revenir au vim hein, finalement, mais on va faire un echo sur chaque serveur comme ceci. Toc, voilà. Toc, voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on a? On n'a rien d'extraordinaire. Hein, si on fait un vim de /etc systemd system zookeeper.service, on retrouve donc le unit ici tout simplement, et derrière on va retrouver aussi le service avec l'exec start, le stop et le reload. Donc le start, lui, on le comprend bien, il n'y a pas de souci. Le stop, on le comprend bien aussi, donc c'est le fameux zkserver.sh qui prend l'option status aussi, qui permet de voir l'état du cluster. Et puis le restart, lui, qui va faire un qui est utilisé dans le reload, mais voilà. Normal tout court, je pense, pas de normal A, je ne pense pas que ça soit bon, voilà. Donc on va faire un systemctl restart de zookeeper, comme ceci. Hop, on va copier ça. Hop, donc là, pendant qu'on fait ça, en fait, l'autre, le premier est en train de voir s'il retrouve ses petits copains, puisqu'on les a déclarés dans sa configuration. Hop, ah, on a un petit souci ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vim, echo 3, est-ce que j'ai foiré quelque chose quelque part? Journal CTL, -fu de zookeeper. Conflict sur toc. Ok, c'est pas grave, on va aller voir ce qui s'y passe. Toc. On a peut-être une ligne en doublon tout simplement dedans. Zookeeper, alors ce qui est dommage, c'est qu'il nous a pas dit où était le conflit. Ah oui, déjà on n'a pas fait var /lib /zookeeper comme ceci. Et si on redémarre ici, hop, voilà. Alors il nous dit conflit, ce qui n'est pas complètement logique, sauf s'il récupère la configuration des autres serveurs, mais je pense plutôt qu'elle doit être locale. Donc du coup, voilà. Donc on a fait l'installation, donc du coup le check, qui marche bien de base, sauf si vous êtes sur un vrai problème de debug, c'est un echo stat de netcat sur 127.0.1, si on écoute bien dessus, normalement oui, dans notre cas de figure en tout cas, et sur le port 2181. Et donc du coup là il nous dit que lui est un follower. Voilà, on a un client local, ça doit être moi en l'occurrence, voilà, et on est sur un zookeeper version 3.8.0. Ici on a le leader, tiens, voilà le leader, il est là, et ici on a l'autre follower.
Donc là voilà, on a un cluster Zookeeper qui est up. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer nos ClickHouse et les raccorder à Zookeeper. Vous verrez qu'il y a quand même un petit poil plus de configuration côté ClickHouse bien sûr à faire que ce qu'on a fait avec Zookeeper, qui aurait pu aller encore plus vite, parce que là j'ai pas mal blablaté, mais on aurait pu aller encore beaucoup plus vite. Vous avez dans la description de la vidéo le lien bien sûr toujours vers le dépôt et classé par numéro de vidéo en répertoire l'ensemble des éléments qu'on a pu utiliser. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, mettez des pouces bleus surtout pour soutenir cette vidéo, mais aussi les autres vidéos, pensez à le faire, c'est une marque de soutien assez importante pour un youtubeur parce que ça permet de mieux positionner les vidéos, et puis de mettre des commentaires, n'hésitez pas également, puis si vous souhaitez vraiment me soutenir, cliquez sur rejoindre, et je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.